Notre fille est handicapée suite à la vaccination et qu'on nous a nous-mêmes fortement poussé encore à vacciner, voire même nous dénoncer aux services sociaux. J'ai ma fille qui est handicapée aussi à cause des vaccins. Mon enfant est victime de la vaccination. Voilà, en fait, j'ai dû vacciner mon fils pour qu'il puisse rentrer en crèche, parce que, soi-disant, c'était mieux pour lui. Malheureusement, suite à ce vaccin, il ne pourra plus jamais aller en crèche ni à l'école. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre rubrique Le saviez-vous. Dans ce nouveau numéro, je souhaite, avec vous, aborder le sujet de la vaccination en France. En effet, aujourd'hui, une polémique autour des vaccins partage les esprits. Cette polémique a enflé auprès des grands médias lors de la diffusion d'une des vidéos de Passe l'Info sur le sujet. Passe l'Info a voulu ainsi pousser ses investigations sur cette question. Tandis que plusieurs études scientifiques affirment qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de maladies, beaucoup d'autres études scientifiques, elles aussi, reconnaissent des dangers dans beaucoup de vaccins. L'Association médicale mondiale exprime également ses craintes face aux vaccins. Commençons avec l'autorisation de l'Union européenne de la mise sur le marché en 2013 des vaccins 6 en 1 pour les bébés. Ces vaccins comme Inforix Hexa ou Exion regroupent les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, le coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et contre certaines infections. Les membres du comité d'éthique à l'Institut pour la protection de la santé naturelle expliquent que le mélange des vaccins est une méthode connue des laboratoires pharmaceutiques pour compliquer la preuve d'effets indésirables. Apparemment, plus il y a de vaccins dans l'injection, plus c'est difficile de vérifier qu'un effet indésirable est lié à l'un de ces vaccins. Il faut un nombre de cas déclarés d'effets secondaires négatifs très important pour certifier que le ou les vaccins comportent des risques pour la santé future des vaccinés. Il faut effectivement que ça c'est pas plutôt les parents, les pédiatres, n'est-ce pas, ne vaccinent pas d'emblée suivant les recommandations officielles, mais tiennent compte de l'état de l'enfant, n'est-ce pas? Si l'enfant a une petite infection, rhinopharyngée, etc., il ne faut pas vacciner à ce moment-là, car on risque une inflammation du système immunitaire, du fait que maintenant les vaccins contiennent des adjuvants très puissants, parce que la protéine vaccinante n'est pas suffisante, donc tenir compte de l'état de l'enfant, et s'il y a, après la première injection, une réaction trop forte, il faut arrêter, pas continuer le calendrier vaccinal. Il faut aussi, je pense, être modéré dans le nombre de vaccins. Il y a des enfants qui maintenant peuvent recevoir 10, 20, 30 vaccins. C'est trop, là aussi, pour une question d'inflammation immunitaire par les adjuvants. Selon le professeur Joyeux, les Français sont piégés par la loi et surtout par les laboratoires pharmaceutiques. Il demande un retour du vaccin obligatoire d'été polio pour les enfants de moins de 6 ans qui n'est plus commercialisé par les laboratoires depuis 2008. Le vaccin Revaxis contenant de l'aluminium qui remplace le DT polio rentre bientôt lui aussi en pénurie. De ce fait, les médecins et les pharmaciens se tournent vers le seul vaccin disponible en pharmacie, l'Inforix Hexa. Le professeur ajoute que vacciner les enfants contre 6 maladies graves d'un coup est en soi un geste médical risqué qui peut déclencher un choc anaphylactique ainsi qu'augmenter le risque de maladies auto-immunes sur le long terme. On nous propose aujourd'hui une vaccination obligatoire DTP, diphtérie, tétanos, polio. C'est celle de mon enfance. Or, celle de votre enfance n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'elle n'est plus fabriquée. Ils en ont donc fabriqué une où vous avez 3 maladies de plus. L'hépatite B, la grippe et la coqueluche. On veut vacciner les gosses à 2 mois. Or, le système immunitaire de l'enfant n'est pas fini avant 1000 jours. 1000 jours, ça fait 3 ans. On veut le vacciner à 2 mois. Et à 2 mois, ce système immunitaire n'étant pas terminé, il peut y avoir des réactions importantes au niveau de l'allergie. Le plus inquiétant quand on poursuit nos recherches, c'est de constater que les vaccinations risquent encore d'être multipliées, puisque le 30 novembre 2016,
Un rapport du Comité d'orientation citoyenne sur la vaccination préconise d'augmenter le nombre de vaccins obligatoires pour les nourrissons. En plus de ce vaccin, il deviendrait donc obligatoire de vacciner tous les bébés avec le vaccin hexavalent contenant de l'aluminium et le vaccin contre l'hépatite B, pourtant très controversé, avec le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le méningocoque C et le triple vaccin ROR. Ce rapport recommande en outre de rendre obligatoire le très controversé vaccin contre le cancer du col de l'utérus et préconise de mettre à la charge de la collectivité, c'est-à-dire vous et moi, les inévitables accidents qui découleraient de la généralisation des vaccins par un régime d'indemnisation pris en charge par la solidarité nationale, plutôt qu'à celle de l'industrie pharmaceutique. Des soupçons de conflit d'intérêts ont été signalés et surtout, les vraies questions ont été occultées, comme celle des adjuvants à base d'aluminium, responsables d'effets secondaires très invalidants, je pense à la myofascite à macrophage ou la fibromyalgie, ou encore tout simplement l'impossibilité pour les parents de se procurer des vaccins limités aux seules valences obligatoires du DT polio. Les recommandations du rapport confinent même à la provocation quand elles suggèrent au contraire l'extension de l'obligation vaccinale, entérinant ainsi les pratiques de l'industrie. Le comité suggère également d'étendre aux jeunes garçons la vaccination contre le cancer de l'utérus, dont l'intérêt est contesté par les médecins. Ainsi, ce rapport n'a absolument pas tari les inquiétudes des populations, en particulier des parents de jeunes enfants. Les seuls à se frotter les mains sont les laboratoires pharmaceutiques. Le professeur Fischer, qui est un médecin unanimement et internationalement reconnu, a mené cette consultation sur la manière de rendre confiance au vaccin. Et vous me dites, au prétexte que M. Fischer propose avec l'ensemble de son comité, pas tout seul, avec l'ensemble de son comité, d'étendre la vaccination obligatoire à d'autres vaccins, vous dites qu'il fait le jeu des laboratoires. En poursuivant nos investigations, nous avons découvert que l'on reproche au vaccin contre l'hépatite B de détruire les cellules du foie alors qu'il est censé protéger cet organe. D'ailleurs, le Conseil d'État français a reconnu dans une affaire du 21 novembre 2012 que l'aluminium dans le vaccin contre l'hépatite B avait causé une terrible maladie invalidante, la myofascite à macrophage. À titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces 6 valences, eh bien, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le Prevnar, et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable. Mais que contient les vaccins ? Les vaccins peuvent vraisemblablement contenir diverses substances toxiques, même à petite dose. On pense à certains contenus, notamment le formaldéhyde, le mercure, l'aluminium et le phénoxéthanol. Ces molécules sont utilisées comme adjuvants pour renforcer l'efficacité des vaccins en stimulant la réponse immunitaire. De ce fait, les personnes prédisposées génétiquement peuvent voir leur immunité affaiblie. Montre-lui le flacon de timérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du timérosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Timérosal, 25 microgrammes de mercure par dose.
Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que contenait du thymérosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot thymérosal signifiait mercure. Une autre étude publiée le 30 janvier 2013 dans la revue British Medical Journal annonce que le vaccin contre la grippe H1N1 pandémique avait causé des milliers de cas de narcolepsie chez les enfants, une maladie grave et incurable. Vous avez le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, ça en est un. Vous avez aussi le lien entre la présence de l'adjuvant aluminium et ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, qui est une maladie tout à fait particulière, qui a une forme locale et une forme générale, avec fatigue, avec déprime, avec douleur, un petit peu comme une fibromyalgie, sans que ça soit peut-être une fibromyalgie. On a parlé de la maladie de Lyme, on a un peu mélangé tout ça, mais il y a des liens. Il y a également un lien qui semble de plus en plus précis, au moins aux États-Unis, entre la vaccination contre ROR, rubéole, oreillon, rougeole, et l'autisme. Bon, il y a des papiers assez précis là-dessus. Un autre débat fait rage également auprès du vaccin Gardasil contre le cancer du col de l'utérus et le cancer cervical. Selon l'association Sanovax, ce vaccin est relié à 29 003 effets adverses graves et au moins à 130 décès. Toutefois, les autorités médicales présentent les effets indésirables très superficielle par rapport aux avantages de ces vaccinations. Alors, le drame de la médecine, c'est qu'elle se veut scientifique. C'est le mot actuellement, tout le monde prétend exercer une activité scientifique. Et c'est la médecine qui est soutenue, qu'on dit officielle, qui est soutenue surtout par les gouvernements en place. Elle est soutenue par les gouvernements en place. Ce sont des lobbies quand même très puissants. Ce sont des lobbies qui formatent le cursus des études de médecine. Jamais dans le courant des études de médecine, le jeune médecin entendra parler des forces d'auto-guérison du malade. Et la médecine actuelle, son enseignement suit les règles de la science moderne. Et la science moderne, telle qu'elle s'est développée à partir du 19e siècle, elle est totalement matérialiste. Ce serait un bouleversement de revoir la vaccination dans notre culture où l'efficacité des vaccins n'est plus approuvée. Les vaccins, on le sait, ont sauvé des vies. Ne l'oublions pas, ils ont éradiqué toutes les épidémies de maladies qui tuaient la population française. Et pourtant, si l'on se plonge un peu dans l'histoire, on découvre des éléments qui nous étonnent pour certains vaccins. Les maladies infectieuses comme le typhus, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, les oreillons ou la rubéole et bien d'autres encore avaient arrêté de faire des pandémies, et cela bien avant l'introduction des vaccins. Ce serait l'amélioration des conditions de vie, l'hygiène, l'eau potable, le recul de la malnutrition et de la pauvreté qui seraient à l'origine de l'abaissement de la mortalité par ces maladies dans le courant du XXe siècle. On peut illustrer ces éléments avec par exemple les campagnes de vaccination ROR. Elles furent mises en place en 1983 alors que la quantité de décès dus à la rougeole était descendue. En effet, en 1906, 3756 personnes sont décédées à cause de cette maladie contre 20 en 1983. C'est-à-dire une diminution de la mortalité de 99,5% sans vaccin. Les laboratoires ont tendance à dire c'est 100% grâce au vaccin. C'est pas vrai, parce qu'il y a eu des états ou des épisodes ou des périodes dans notre humanité où il y a eu une réduction du nombre des maladies simplement par une augmentation de l'hygiène et sans qu'il y ait à ce moment-là les vaccinations. Quant au point de vue économique, des milliards de vaccins sont administrés chaque année et des dizaines de milliards d'euros entrent dans les caisses des multinationales pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique exerce sur la communauté médicale au sens large et les autorités sanitaires de notre pays une emprise. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que sur les médicaments... Le système est pourri, même.
Ah mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le point des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas, ils achètent tout le monde. Quand j'ai regardé, je me suis amusée à regarder tous les anciens ministres de la Santé. Oui. On part de Claude Évin. Bon, qui était ministre à l'époque, dans les années 80. Oui. Bon, eh ben, il s'est fait financer ses campagnes électorales par les laboratoires Fabre. Quand je vois Henri Nallet, l'ancien ministre de l'Agriculture, très lié à Servier, Elisabeth Hubert, qui a été ministre, eh bien, elle vient directement des laboratoires Fournier. Même Michel Barnier, eh ben, il est vice-président de Biomérieux. Je vois Michel Barzac, elle était présidente de la fondation GSK, qui est un énorme labo. La vaccination, ça ne se discute pas. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Je dirais que nous avons surpris toute l'industrie en disant, ben voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. En conclusion, nous comprenons qu'actuellement, le débat sur la vaccination restera flou tant qu'aucune étude concrète ne sera menée. Par conséquent, les professionnels de santé qui le souhaitent n'ont aucun élément fiable pour prendre des décisions. Les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures visant à améliorer la connaissance des vaccins et l'information des médecins comme du grand public sur ce sujet. Avec ce constat, nous sommes en droit de nous demander s'il est convenable de laisser le sort de notre immunité aux lobbies pharmaceutiques qui voient dans la recherche des vaccins ainsi que dans leur production un procédé pour leur intérêt économique. Il a fallu un laboratoire spécialisé italien pour découvrir la vérité et le poteau rose. Les vaccins contiennent des nanoparticules. Alors quand on cherche des atomes, on ne trouve pas. Quand on cherche des nanoparticules, on trouve. Et on trouve des quantités absolument innombrables de métaux lourds qui expliquent très facilement les pathologies des enfants. Et par conséquent, aujourd'hui, vous avez de quoi faire en sorte que vos enfants soient convenablement soignés. On dort quasiment plus. On ne sait pas comment faire, madame. Concrètement, on ne sait pas. C'est en gros, on est perdu. En tant que parent, on est perdu. Comme ce papa, ce sont déjà 680 familles sur toute la France qui ont entamé une action en justice suite à la vaccination de leurs enfants. D'audience en audience, la liste des victimes potentielles s'allonge et les expertises contradictoires se succèdent. Aujourd'hui, plusieurs familles se sont réunies chez elles avec leur avocat, Maître Hartmann. Tout comme Lolita, le petit Owen, 2 ans, aurait lui aussi développé de graves symptômes juste après la vaccination. On a fait faire cette vaccination sans qu'on ait aucune information ni de quel vaccin allait être pratiqué auprès de Lolita. En fait, dans le cadre de la procédure, je mets en cause également l'État. Ah oui, parce qu'on a quand même un problème, c'est que nous, on a fait notre devoir de citoyen, on a vacciné. Voilà. Si on refuse de vacciner, moi, on m'a déjà essayé de me dénoncer de nouveau aux services sociaux pour non-vaccination. Vu l'état de ma fille, lors de questions que je refasse vacciner, on est bien d'accord. Mais c'est un vrai problème, quoi. Depuis notre tournage, un drame s'est produit. La petite Lolita est décédée. Il y a 6 mois, une pétition a été adressée à Marisol Touraine pour qu'elle donne le choix aux parents entre plusieurs vaccins. Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La vaccination, ça ne se discute pas. L'équipe de Passe l'Info vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et à très bientôt pour une prochaine rubrique Le saviez-vous ? Le meilleur vaccin pour un enfant qui vient de naître, il faut oser le dire, sans l'imposer à quiconque, on ne l'impose pas aux mères de famille, c'est l'allaitement maternel.